Bonjour et bienvenue dans ce live organisé par Acadomia pour les professionnels de l'éducation et en particulier pour les enseignants. Je suis Marie Reichberg, directrice du développement institutionnel chez Acadomia et aujourd'hui, avec mon invité, on va parler du mécanisme des apprentissages, de comment ça fonctionne et de quelles stratégies mettre en place pour que vous puissiez accompagner vos élèves efficacement dans ce processus d'apprentissage. Alors parmi vous, aujourd'hui, on doit avoir des enseignants travaillant pour différents niveaux scolaires, aussi des directeurs et directrices d'établissement, des conseillers pédagogiques, et il y a peut-être aussi d'autres professionnels de l'éducation, voire des parents qui sont là en tant que parents. Donc si vous êtes d'accord, vous pouvez nous dire dans le chat quel est votre métier, ou si vous êtes là en tant que parent, vous pouvez indiquer parent, qu'on en sache un peu plus. Merci. Du coup, aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Doza. Et Bonjour. Manon est coach, coach scolaire chez Acadomia et aussi spécialiste du fonctionnement des apprentissages. Donc, merci Manon pour ta présence aujourd'hui. Merci Marie, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de vous donner des conseils concrets. Mhm. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez en tête dans l'onglet Conversation. Ça se trouve en haut à gauche de votre écran, si vous êtes sur ordinateur, sur le Teams. Et on prendra un temps toutes les 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, ça va durer à peu près 45 minutes. Et je vais regarder tout de suite si vous nous avez un peu répondu sur les types de profils présents aujourd'hui pour écouter, euh, pour écouter nos conseils. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une majorité d'enseignants. Alors, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, quand on apprend, il y a beaucoup d'éléments qui vont évidemment avoir un impact sur la manière dont on est capable de se concentrer, de comprendre et puis de restituer ses connaissances. Notamment aujourd'hui, ce dont on va parler, ça va être le sujet de l'attention, de la motivation, de la mémorisation et des émotions. Tous ces éléments qui vont jouer un rôle important. Alors avant de commencer, je vais vous proposer de répondre à un sondage qu'on va voir apparaître dans le chat et concernant quelque chose qu'on entend souvent dire par rapport les enfants auraient des styles d'apprentissage. Certains seraient plutôt visuels, d'autres plutôt auditifs ou autres, kinesthésiques, etc. Est-ce que d'après vous, c'est vrai ou faux? Vous pouvez nous répondre et puis Manon, tu nous donneras ta vision et ta réponse sur le sujet tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, en attendant que vous répondiez à cette question, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment le cerveau apprend? Alors, c'est une question complexe. Bien sûr, on n'aura pas la prétention aujourd'hui de rentrer dans le détail du fonctionnement du cerveau parce que voilà, beaucoup de chercheurs travaillent là-dessus et justement, c'est important aussi sur cette question d'être basé sur voilà, beaucoup de nouvelles découvertes parce qu'il existe beaucoup de neuromythes, hein. On emploie ce terme souvent quand il s'agit des apprentissages. Donc, voilà, on va se baser, on pourra donner des références, hein, notamment sur ce qu'on utilise. Donc, apprendre, bah, c'est quelque chose de complexe. Donc, comme tu l'as dit, il y a pas mal de dimensions qui rentrent en ligne de compte. Euh, Déjà, nous, notre but, c'est vraiment de vous donner des conseils qui soient très concrets. Donc, pas trop rentrer dans le fonctionnement, mais dire à quel moment, de quelle manière on va pouvoir vraiment appliquer ça dans le quotidien en tant qu'enseignant, en cours particulier, ou même, voilà, s'il y a des parents pour faire les devoirs avec vos enfants. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'important. La première chose, c'est que apprendre à apprendre, c'est quelque chose de vraiment très important. On pense souvent que voilà, c'est le côté notionnel qui compte, c'est-à-dire quand on est en difficulté en maths, il faut faire des maths. Oui, certes, mais il y a toute une dimension autour, c'est ce qu'on fait beaucoup en coaching d'ailleurs, qui prend apprendre à apprendre. Comment est-ce qu'on mémorise? On va toujours dire aux enfants, concentre-toi, apprends, mémorise. Mais en fait, comment on fait? À aucun moment, on leur apprend ça. Donc, c'est un peu l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner des éléments. Et ça va permettre vraiment aux élèves de changer d'état d'esprit, en fait, par rapport aux apprentissages. Se Euh, sentir plus en sécurité, sans doute. Ouais. Exactement, plus en sécurité, parce qu'apprendre, c'est une mise en danger un peu, Mm. ça nécessite de prendre des risques. Et donc, quand on sait comment faire, quand on sait comment s'y prendre, quand on sait en fait comment son cerveau fonctionne un minimum, c'est vraiment une clé pour réussir on peut exploiter tout son potentiel. Donc, c'est vraiment l'idée aujourd'hui, c'est de donner des exemples là-dessus. Donc, moi, je vais
pas mal m'appuyer sur les travaux de Stanislas Dehaene. Alors, on va vous le mettre dans le chat, comme ça vous aurez la référence, qui notamment a travaillé sur les 4 piliers de l'apprentissage. Alors, on va vous mettre la référence pour son ouvrage qui s'appelle Apprendre, mais il y a plein de conférences, plein d'ouvrages voilà, là-dessus. Et donc, les 4 piliers de l'apprentissage, selon lui, ce sont l'attention, l'engagement actif, le feedback, qu'on appelle aussi le retour sur erreur, et la consolidation. Donc ces 4 piliers, on va un peu les développer au fur et à mesure de notre échange. Merci Manon. Justement, parmi les 4 piliers, il y a l'attention et on sait qu'aujourd'hui et semble-t-il de plus en plus, mais aussi de tout temps, l'un des enjeux, c'est bien sûr, d'attirer l'attention et de la maintenir en tant qu'enseignant. Est-ce que tu as des conseils concrets, à donner, à ceux qui nous écoutent? Oui, alors l'attention, ça revient beaucoup effectivement dans les échanges, dans les questions qu'on a. Alors, il y a une tendance qui dit que l'attention se serait beaucoup dégradée. En réalité, les études montrent que c'est faux. Il n'y a pas une dégradation en fait de la qualité de l'attention. Donc, nos enfants ne sont pas moins attentifs que nous ou que nos grands-parents. Simplement que nous vivons dans un monde rempli de distracteurs, voilà, de choses qui viennent nous tirer de nos activités. On va voir aussi que c'est lié à la motivation. Donc, il y a moins de motivation dans les tâches. Donc, s'il y a moins de motivation, il y a moins d'attention. Donc, tout ça, c'est lié. Donc, déjà, très rapidement, qu'est-ce que c'est l'attention? C'est important de comprendre pour pouvoir expliquer derrière. Voilà, exactement. Là aussi, comprendre, c'est déjà une clé pour reprendre le pouvoir aussi sur son apprentissage. Donc, en fait, l'attention, c'est un focus fait par la pensée sur un objet décidé. Et en fait, on va pouvoir sélectionner à bon escient les informations. Et donc ça nécessite 2 choses, ce focus de la pensée, c'est l'intention de diriger son attention. Donc sans intention, donc sans objectif, sans motivation, il n'y a pas d'attention. Et il y a une autre compétence qui rentre en jeu, c'est l'inhibition. Donc l'inhibition, c'est vraiment la capacité à couper avec les informations qui ne sont pas nécessaires en fait. Faire abstraction de tout le reste Exactement. Pour apprendre. Alors, si tu as du mal à voir ce que c'est que l'inhibition, essayez d'appeler à manger un enfant qui est en train de jouer à des jeux vidéo et vous allez tout de suite voir ce qu'est l'inhibition, vous n'existez plus. Donc voilà, si tu essayes de parler à ton fils qui est en train de jouer, ou même sans parler des jeux vidéo, mais qui est absorbé dans une tâche, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez et jouer faire des claquettes à côté, voilà, ça ne marchera pas, vous serez invisible. Donc, c'est exactement ça, l'inhibition. Et donc, pour travailler l'attention, on va agir sur ces deux dimensions. Donc, tout d'abord, il faut vraiment agir sur l'intention. Par exemple, en cours ou quand on travaille avec un élève, l'idée va être vraiment de rendre le travail explicite et de poser des objectifs. En séance, moi, quand je travaille en séance avec un élève et quand on conseille des enseignants, on va toujours dire poser un objectif sur la séance. Si l'élève sait où il doit arriver, naturellement, l'intention est là. Donc, c'est-à-dire, je sais quel va être mon objectif, donc je vais vraiment diriger à bon escient. Je vais faire le tri de la bonne manière, aussi dans les informations, et je vais savoir quoi aller chercher. Ça, c'est exactement la même chose que de dire lis un texte, par exemple, Marie, et après je te pose des questions et tu vas te dire ah mince, mais j'ai pas fait attention j'ai pas fait attention. Ouais. Alors que si je te donne la question, je te dis dans ce texte, tu dois aller chercher telle chose, ça va être ça dirige. Voilà, exactement. Ouais. Et donc là, on va retenir, on va mémoriser. Donc, à ce moment-là, comme il y a intention, l'attention est plus dirigée. Donc voilà, poser un objectif. Rendre explicite aussi ce qu'on attend, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à saisir ce qu'on va attendre d'eux. Donc, rendre explicite en disant, voilà la tâche, voilà ce qu'on attend de toi, et voilà comment on va pouvoir découper en sous-tâches aussi, parce que ça va soutenir l'attention au fur et à mesure de la séance. Expliquer aussi le type de rendu qui est vraiment attendu de manière assez précise, quoi. Exactement. Ça, c'est de la même manière. Si on rend accessible, ça, c'est rendre accessible, c'est-à-dire clarifier ce qu'on attend de moi, parce que si je sais que je peux y arriver, alors le focus va être là. Mais c'est comme prendre une photo. On parle de l'attention, c'est faire un focus. Si vous savez ce que vous pouvez prendre en photo, vous pouvez faire le focus. Si on prend n'importe comment, il y aura très peu de rendu. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, on va travailler cette attention-là. Il y a quelque chose qui est très utile, c'est de timer la séance, c'est-à-dire estimer pour combien de temps tu en as. Donc vous, quand vous travaillez en séance avec un élève, de dire voilà, pendant un quart d'heure, on va faire ça.
pendant un quart d'heure, on va faire ça, pendant un quart d'heure, on va faire ça. C'est un exemple, hein, c'est Mm. très basique, mais déjà, on va varier les activités. Donc, vous allez avoir une attention qui va se maintenir. Et aussi, le cerveau, à partir du moment où on va contenir le temps, va être bien plus va être bien plus concentré. En fait, il y a une loi, alors vous pouvez aller chercher, ça s'appelle la loi de Parkinson, qui dit que si vous donnez à votre cerveau 3 heures pour réaliser une tâche qu'il aurait fait en une demi-heure, bah, il va étaler la tâche. Les choses prennent le temps qu'on leur donne. Exactement, ça on le voit. Alors que si je me dis, voilà, j'évalue, donc c'est important d'apprendre à vos élèves à évaluer le Mm. temps dont ils ont besoin, parce que ça va varier d'un élève à l'autre. Pareil, quand vous donnez du travail à faire à un élève, essayez de lui dire, ça, tu devrais en avoir pour à peu près tant de temps. Ça, c'est très, très important, parce que ça aide l'élève justement à se dire, OK, ça, cet exercice, je suis censée le faire en 20 minutes. Donc, je me donne 20 minutes. Bah là, il va être beaucoup plus engagé, beaucoup plus concentré. Et la satisfaction derrière va être plus importante Mm. que si on met 3 heures à faire quelque chose, voilà, et que Ouais. ça s'étale un petit peu. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Après, concernant l'inhibition, donc la capacité à voilà, faire le tri, là en séance, ce qui va être important, c'est de limiter les distracteurs. Donc là, travailler sur l'environnement, forcément, on éloigne le Ouais, pas de téléphone. téléphone, ouais. Exactement, bon, c'est le premier truc auquel on pense, mais c'est vrai que ça peut être plus large que ça. On peut Oui, les jouer jeux autour aussi, ça peut exactement. déconcentrer. Mm. Le désordre aussi pour Mm. certains élèves, pas pour tous, mais le fait d'être encombré autour, ça peut être compliqué. Ne pas hésiter aussi à jouer sur la luminosité, par exemple. Il y a des élèves pour qui, s'il y a beaucoup de lumière, des fois, ça peut être perturbant, on voit plus de choses autour. Pareil, il y a des élèves qui peuvent être vite déconcentrés par un Par petit un son. bruit. Mm. Et là, il s'avère qu'avec certains élèves, par exemple, avoir un fond sonore, alors tu sais, des fois, les choses qu'on utilise un peu en méditation, le bruit de Les l'eau, bruits blancs, ouais. voilà, bruit blanc ou bruit Naturel. Mm. naturel, exactement. Ça peut occuper un petit peu l'espace et éviter d'être distrait pour tout. En tout cas, il y aura un conseil majeur, c'est que bien sûr, il y a un fonctionnement global, mais c'est très, très, très important de s'adapter à chaque élève parce qu'on est tous différents. Entre toi et Mm. moi, Marie, on n'a pas la Mm. même, on va pas être déconcentré par les Sensible aux mêmes mêmes choses. choses, aux mêmes Exactement. distracteurs. Mm. Exactement. Donc, c'est vraiment très important aussi de permettre aux élèves de mieux se connaître parce que en fait, les élèves qui réussissent bien, c'est des élèves qui comprennent bien comment ils fonctionnent et comment ils fonctionnent par rapport aux apprentissages et voilà, par rapport à l'attention, à leur manière de mémoriser, etc. Donc la connaissance de soi, c'est très important Mm. et en tant qu'enseignant, on peut vraiment leur permettre d'aller vers ça. Ouais, et de repérer en tant qu'enseignant, et puis aussi Mm, de les aider à repérer pour eux-mêmes, parce absolument. que ça va leur donner confiance peut-être aussi dans d'autres matières, Mm, mm, etc. tout à fait. Ok. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, hein, n'hésitez pas via l'onglet conversation, et même si vous souhaitez donner aussi votre point de vue, bien sûr, vous êtes les bienvenus. On va nous passer, on va nous relayer vos questions. Bon, d'ailleurs, on en a une première. Si notre élève est en grande difficulté et n'arrive jamais à finir ses contrôles, comment réussir à intégrer cette notion de gestion du temps? Tu parlais avec la loi de Mm, mm. Parkinson, je pense. Absolument. Alors, là aussi, c'est difficile de répondre de manière globale parce que les causes peuvent être multiples. C'est important de savoir si cet élève met du temps à comprendre les consignes, est-ce qu'elle met du temps à réaliser, est-ce qu'elle hésite, c'est-à-dire, est-ce que ça peut venir d'un manque de confiance De en, stress, justement. voilà, en elle ou en lui. Euh, parce que les causes peuvent être multiples. Donc c'est très important, et ça on va en reparler plus tard au moment du feedback, mais voilà, la question se présente. C'est très important d'analyser deux copies différentes, deux situations dont les conséquences sont les mêmes, ont des causes qui peuvent être très très diverses. Donc c'est vraiment très important de demander à cet élève, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi en contrôle? Du coup, en cours ou à la maison en devoir, d'essayer de dire comment est-ce que tu travailles sur cet exercice, d'essayer de refaire le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé à tel moment pour vraiment analyser et savoir ce qui se passe. Si c'est vraiment une question de temps, donc l'élève met du temps à réfléchir, etc., ça peut être le travail sur la consigne qui peut être très important, c'est-à-dire automatiser. Il y a une automatisation qui ne s'est pas faite. Donc, du coup, la charge cognitive est tellement importante que ça prend du temps. Mm. Euh, donc, ça peut être à ce niveau-là. Donc là, à ce niveau-là, il faut travailler sur l'automatisation des tâches. Euh,
et apprendre à cet élève à faire dans le temps imparti. Donc justement, lui donner des exercices en disant, voilà, ça, tu dois le faire en temps de temps. Ça peut vraiment l'aider. S'entraîner en situation, en fait. Exactement. De toute façon, ça, c'est s'entraîner en situation, c'est ce qu'il y a de Ok. plus important. Alors, on a une autre question. Donc, merci Ambre déjà pour votre première question. Et Mégane maintenant nous demande qu'en est-il des élèves qui disent réviser en écoutant de la musique? Est-ce que c'est encouragé? Je pense que tu as un peu répondu. Oui, alors entre musique et bruit de fond, c'est encore C'est différent, différent. ouais. On sait que la musique, notamment s'il y a des paroles, etc., ça va partager l'attention. Et donc, techniquement, ça déconcentre. En fait, l'attention partagée, ça Oui. n'existe pas. Ouais. On alterne les tâches. Donc, forcément, s'il y a des paroles, le cerveau va être concentré dessus, etc. Une musique sans parole, ça peut être bien. Ça peut, ou de la musique, c'est vrai que des fois on dit du piano, de la musique classique. Alors ça aussi, ça a été un peu, ça fait partie des neuromythes, hein, que certaines musiques classiques vraiment favorisent les apprentissages, etc. Donc ça, c'est pas forcément vrai. Je vous invite à proposer aux élèves de vraiment s'écouter et de voir ce qui marche pour eux, parce que c'est un sujet de conflit. Moi, je l'ai beaucoup vu avec les élèves, d'interdire la musique pour travailler. Le tout, c'est que ça soit pas trop fort, éviter les paroles. Et puis, c'est toujours pareil. Voilà, il n'y a rien à interdire, mais c'est pas forcément très recommandé. Ouais, peut-être aussi l'aider à prendre conscience du fait que peut-être ça le gêne alors qu'il pense que ça l'aide, si c'est le cas. Alors, encore une fois, déjà Ouais. être à l'écoute, mais peut-être si c'est pas le cas, lui faire prendre conscience lui-même pour évidemment essayer de pas être dans ce conflit quoi, dont tu parles. Absolument. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ados qui adorent travailler en écoutant la musique. Donc, ne les empêchons pas. C'est à eux de voir ce qui est le mieux. Merci. Alors, on va passer à un autre sujet qui est celui de la mémorisation. Il y a pas mal d'élèves qui, là encore, ont du mal à mémoriser. Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment les aider à apprendre de manière pérenne, qu'ils n'aient pas l'impression de répéter et répéter sans résultat? Et je pense que dans ta réponse, tu vas peut-être aussi nous donner la réponse à la question qu'on vous a posée en sondage. Je ne sais pas si on a les résultats du sondage sur les styles d'apprentissage, mais en tout cas, on t'écoute sur la mémorisation. Oui, là aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les cours particuliers avec les élèves, etc., de dire soit je n'arrive pas à apprendre. Vrai, du coup, les résultats du sondage. Vous dites vrai à 86%. Merci pour votre participation. Super, on va pouvoir revenir dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent soit je n'arrive pas du tout à apprendre, j'arrive pas à mémoriser, ou alors j'apprends, je passe des heures à travailler, puis en fait, quand je suis devant ma copie, ça donne soit j'oublie tout, soit j'ai pas les résultats escomptés. Ça, c'est quelque chose qui va vous sembler qui va sembler familier à tous les enseignants pour le coup. Donc là aussi, comme la réponse tout à l'heure d'Ambre, hein, il me semble, c'est à questionner. C'est-à-dire que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui n'arrive pas. Est-ce que ça n'arrive pas à rentrer? Est-ce que ça n'arrive pas, est-ce que l'élève n'arrive pas à réinvestir ce qu'il a mémorisé? C'est vraiment important de voir où se situe. À quelle étape? Exactement, la difficulté d'apprentissage. Là, on parle sur des élèves qui n'ont pas de troubles, etc. On parle sur des élèves qui ont un fonctionnement cognitif classique. En fait, la mémorisation, c'est un processus qui est en plusieurs temps. Alors là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail parce que la mémoire, c'est quelque chose de très complexe. Mais en réalité, quand on mémorise, on capte. Donc là, c'est l'attention. Le travail de l'attention, tout à fait. On capte les choses. On va encoder. On va stocker l'information. Et le processus qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut aussi apprendre à aller rechercher l'information. Et la bonne information aussi. Parce que là aussi, l'inhibition rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il faut inhiber. En gros, on va dans un placard. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Vice Versa, qui est très très bien fait pour ça. On va chercher les billes un peu utiles et pas utiles. Donc, on va aller faire le tri et ressortir l'information. Donc, la difficulté de mémorisation, elle peut être à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire que souvent, il y a des élèves qui vont réussir à mémoriser, mais qui ne vont pas du tout réussir à réinvestir. C'est-à-dire qu'au moment d'aller chercher l'information, quand ils voient la question en contrôle, ils ne font pas le lien entre cette question et ce qu'ils ont appris. Donc, voilà, en tant qu'enseignant, c'est vraiment important d'aller chercher là-dessus, et il faut que toutes les étapes, elles soient maîtrisées pour avoir une mémorisation qui est efficace.
c'est là où je permets. Et Oui, comment on peut les aider si c'est ça leur problème, si c'est la remobilisation des connaissances, tu sais comment on peut travailler dessus? bah, là aussi, quand c'est remobilisé, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment aussi travailler en contexte. Ah d'accord, C'est-à-dire que là, ça va être de s'entraîner à faire ça. Heu, c'est intéressant comme question parce que souvent on a un peu un débat sur le par cœur. Est-ce que le par cœur est mmh, utile? Alors, c'est très utile sur plein de points de vue, mais si on apprend par cœur, on peut, réinvestir par cœur. Par ouais, contre, on va avoir beaucoup de perdre le mal sens un peu, voilà. ouais. C'est-à-dire que le sens n'est pas là, on a appris, une poésie, on va ressortir une poésie. Par contre, si j'apprends par cœur mon cours d'histoire, au moment où je vais avoir des questions de compréhension, ça va être très compliqué parce que là, je vais être perdue, je vais pas faire le lien. Parce que la mémorisation, c'est faire du lien et c'est là où c'est très important. Si j'ai quelque chose à apprendre par cœur, j'apprends par cœur, c'est pour automatiser. Ça, c'est OK. Par contre, dès lors que je dois mémoriser pour réinvestir et c'est ce qu'on va, avoir de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée dans les classes, c'est-à-dire quand on passe du collège puis au lycée, on va de plus en plus demander de la réflexion et là, pour réinvestir de manière, pertinente, c'est important de, maîtriser les connaissances. Donc ça, la première chose, c'est comprendre. Il faut comprendre son cours. On ne peut pas mémoriser quelque chose qu'on ne Mmh. comprend pas. La mémoire, c'est pas comme un vase qu'on remplit. En fait, on crée des liens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image d'un circuit de neurones, par Mmh. exemple. Vous voyez, plein de neurones qui sont interconnectés. En réalité, la mémoire, c'est ça. Dès qu'il y a une nouvelle connaissance, ça vient s'agripper sur quelque chose qu'on sait déjà. C'est pour ça que d'ailleurs l'apprentissage par cœur est important parce que ça permet d'avoir une base. Ouais. Et en fait, la mémoire, elle va se construire comme ça. Donc, ce qui est très important, c'est de travailler la compréhension. Ça, en classe, ça va être très important. En cours, ça va être très important. Travailler la compréhension et réinvestir. Donc, poser des questions, faire reformuler l'élève. Ça, c'est très important. Par exemple, qu'est-ce que tu as compris Mmh. de ce cours? Là, déjà, si vous êtes là-dedans, il y a une méthode qui est très utile, qui est la méthode Feynman, qui est, alors vous irez chercher dans le détail, mais en gros, moi, je fais utiliser cette technique aux élèves. Prends une feuille blanche et renote tout ce que tu as, Ce que ce tu as dont tu te compris, souviens ouais. et tout ce que tu as compris. Ça, c'est magique parce que le cerveau cherche à se souvenir, il cherche à faire du lien. Ah oui, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai compris? Ah oui, c'est vrai, le prof à tel moment, il a dit ça. Voilà, parfait. Vous êtes dans un moment de mémorisation Mmh. intense puisqu'on On remobilise, e- tout ce qu'on est censé avoir, exactement. entendu et espérons mémoriser. Ouais. Exactement, ça fait jouer plusieurs mémoires aussi, c'est-à-dire Oui. la Mmh. mémoire, épisodique, du vécu, enfin voilà, Mmh. sans rentrer dans le détail de la mémoire, c'est important. J'en profite pour, du coup revenir sur Alors le le mythe sondage, ou pas? voilà. Absolument, c'est quelque chose qui est très, très répandu de dire que les élèves ont un style d'apprentissage. Il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent, là-dessus, mais ça, c'est quelque chose qui a été, vraiment, infirmé par les chercheurs. Hem, on a des modes de représentation. Donc, par exemple, si moi je rappelle un souvenir, je vais avoir, peut-être plus des images que des sons. Ça, on a un mode de représentation qui peut être différent. Par contre, c'est vraiment très important de ne pas tomber dans ce piège de dire: «Tel élève est visuel, il faut qu'il fasse des fiches, il faut qu'il fasse des schémas». En fait, comme je disais, la mémoire, c'est quelque chose qui se construit par beaucoup de biais différents. On capte l'information par nos sens et plus on va multiplier la manière de capter les informations, plus on va mémoriser. Donc en fait, il faudrait avoir et des vidéos et du son et des schémas, et De la éprouver, manipulation, voilà, et de la ouais, manipulation pour les élèves qui sont, enfin pour kinesthésique, ouais. la captation kinesthésique. Donc plus on multiplie ces canaux, plus on mémorise. Plus Donc on il faut renforce la mémorisation. exactement, D'accord. donc Mmh. éviter de dire: «Il est auditif, il faut lui faire des enregistrements pour mémoriser». C'est pas comme ça que c'est en fait, quand ça concerne le cerveau, rien n'est figé en disant: «Ce n'est que comme ça» ou «Ce n'est que comme ça». Tout est interconnecté, donc on ne peut pas isoler une notion, en fait. Voilà. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Hem, j'essaye de réfléchir pour vous donner aussi toutes les astuces, Mmh. peut-être, en cours. Sur la mémorisation, il faut vraiment différencier apprendre et réviser. Donc apprendre, c'est ce qu'on a dit, voilà, c'est la mémorisation. Par contre, on n'apprend pas en une seule fois. Donc ça, vous pouvez le dire et le redire à vos élèves, c'est pas en un cours par semaine qu'on va mémoriser. On va pouvoir comprendre, on va pouvoir enregistrer. Par contre, il faut revenir
sur les notions. Là aussi, il y a une théorie qui est la courbe de l'oubli, qui dit que voilà, très rapidement, en fait, dès le lendemain d'un apprentissage, on élimine. Là aussi, c'est très bien fait dans vice versa. Ouais. Il élimine Ouais. voilà, les souvenirs qui ne sont pas utiles. En fait, la mémoire est quasiment illimitée, mais le cerveau va trier les informations qui ne sont pas utiles, forcément. Donc, il est très important de comprendre la notion et d'y revenir régulièrement pour pouvoir ancrer dans la mémoire. Donc ça, c'est d'ailleurs un des piliers aussi. Là, ce dont je vous parlais, le fait de réfléchir son apprentissage, de chercher à comprendre, etc., c'est le deuxième pilier de l'apprentissage, c'est l'engagement actif. C'est-à-dire que si j'ai attention, si j'ai l'intention de faire, je mémorise. Un cerveau passif n'apprend rien. Donc, il faut se poser des questions pour apprendre. Donc, s'engager activement, c'est vraiment la base de la mémorisation. Et donc ensuite, le principe de répétition espacée, de revenir, c'est ce qu'on va appeler la consolidation. Donc là, c'est le quatrième pilier. Alors, si vous avez été attentif et que vous avez bien suivi, vous allez voir qu'il vous manque le troisième, mais on va revenir dessus après. Mais c'est pour tester votre attention là-dessus. Mais voilà, la consolidation, c'est vraiment le fait de revenir et c'est ce qu'on va appeler réviser. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on fait faire des fiches aux élèves, mais une fiche, c'est fait pour réviser, ce n'est pas fait pour apprendre. Donc, ça vient dans un second temps pour après consolider les apprentissages. Merci beaucoup. Alors, en effet, tu nous as dit qu'il y avait un troisième pilier qui était le feedback. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment faire un feedback qui soit utile à l'élève, constructif évidemment, je suppose. Voilà. Absolument. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que souvent les familles viennent chercher, notamment en cours particulier, parce que dans une classe où il y a 30-35 élèves, c'est dur d'avoir un feedback vraiment adapté à chaque élève. Donc, le feedback, c'est vraiment le retour sur information. Pour pouvoir mémoriser et progresser surtout, c'est très important d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Hein. Sauf qu'à l'école, quasiment le seul retour que l'on a, c'est la note. Sauf que la note, c'est pas quelque chose de suffisant parce que ça vient pas renseigner l'élève. Ça vient renseigner sur une sorte d'évaluation, mais ça ne lui dit pas la nature, en fait, de ça. Or, l'essai-erreur, c'est à la base de toute découverte, notamment scientifique. Moi, c'est toujours ce que j'explique à mes élèves. Je dis, mais il n'y aurait aucune découverte sans ça. L'essai-erreur, c'est Edison qui disait, voilà, en fait, mes erreurs m'ont bien plus appris, parce qu'en fait, quand je me trompe, je suis sûre d'apprendre quelque chose. Alors que quand je réussis, je suis pas sûre d'apprendre quelque chose parce que je ne sais pas d'où vient la réussite, alors que l'erreur, on peut savoir d'où vient l'erreur. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que professionnel, donner un feedback de qualité aux élèves, c'est vraiment le plus bon cadeau qu'on puisse leur faire, c'est-à-dire analyser l'erreur. Donc, attention à la nature du feedback. Comme tu le disais, la nature du feedback, de là va dépendre la progression. Donc, toujours bienveillant. Ça, c'est indispensable, le plus neutre possible. Hein, parce que des fois, c'est vrai que sur des copies, on voit des commentaires ne sont pas toujours très bienveillants. Donc, neutre, vraiment informatif et qui donne des pistes de solutions. Donc, il faut vraiment que ce soit, on va objectiver ce qui s'est passé. Voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, voilà comment ça aurait pu mieux fonctionner. C'est vraiment ça le feedback, c'est permettre à l'élève de comprendre l'erreur et d'avoir des solutions face à ça. Ouais, et de pouvoir en faire quelque chose, quoi. Exactement, c'est ça. Donc, alors, comment on fait pour ça? Il peut y avoir plusieurs choses, parce que le feedback, notamment en cours, il peut être de plusieurs natures. Déjà, moi, je sais que des fois, je travaille avec des élèves où je ne comprenais Exactement, pas. Maurice, je coupe. Ah, pardon. C'est exactement, moi aussi, ça m'évoquait la même chose. Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Effectivement. Je ne perds jamais, exactement. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est exactement ça. Le feedback, c'est exactement ça. C'est soit, ben voilà, j'y arrive. Et encore, c'est important d'aller chercher du feedback quand on y arrive aussi, parce qu'on sait pourquoi on a réussi. Il y a des élèves aussi qui y arrivent, qui cherchent jamais trop. Et puis le jour où, du coup, c'est plus compliqué, ils ne savent pas trop pourquoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, merci, parce que c'est un peu l'idée de ce que j'allais développer. Moi, il y a quelque chose que je demandais aux élèves. Alors, ils ouvrent des grands yeux au début en disant, mais qu'est-ce qu'elle me demande? Je leur demande de parler à haute voix. C'est-à-dire la voix que tu as dans la tête quand tu travailles.
vas-y, parle tout fort. Et ça me permet de savoir leur chemin de pensée et où se situe l'erreur ou le blocage. Donc voilà, leur permettre vraiment d'expliquer de la même manière quand on a expliqué une consigne. Vous savez, des fois, l'élève vous dit, j'ai pas compris. Au lieu de répéter la même chose, de lui dire, alors, explique-moi ce que tu as compris. Et là, vous allez voir ce qui est maîtrisé, mais ça va vous permettre de voir où se situent les petits soucis, les petites incompréhensions, les méprises. Et souvent, vous allez dire, ah, ok, j'ai compris aussi. Et là, ça vous permet d'objectiver aussi la difficulté de l'élève. Donc, en fait, le feedback, c'est vraiment donner de l'information à l'élève sur le travail qu'il est en train de produire, lui permettre de s'évaluer de manière objective. Et là aussi, en fait, en remettant de l'objectivité, l'élève est plus dans le je suis bon ou je suis nul. Il est dans ok, là j'ai fait une erreur, voilà comment adapter ma stratégie pour mieux y arriver. Merci pour cette transition, parce que je voulais qu'on parle des émotions. Donc, effectivement, c'est effectivement ça, parce que c'est un sujet important, puisque dans le processus d'apprentissage, d'évaluation, de retour, de feedback dont tu parlais, bien sûr, les émotions vont avoir un impact et elles vont être très présentes. Autant des émotions agréables, on leur souhaite, que des émotions désagréables. On sait que malheureusement, ça fait partie du jeu. Et elles vont pouvoir impacter, d'ailleurs, tout ce dont on parle, c'est-à-dire l'attention, la concentration, la mémorisation, la restitution. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment on peut aider un élève en tant qu'enseignant, ou voire en tant que parent, si c'est le cas, quand on les aide à faire leurs devoirs, pour réguler leurs émotions en lien avec les apprentissages, pour qu'elles ne viennent pas faire obstacle, voire même qu'elles les portent? Oui, c'est vrai. C'est vrai que voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, notamment à cette période-là. Donc, tu as entièrement raison. Tout ce qu'on vient d'évoquer là, l'attention, la mémorisation, l'état d'esprit, c'est lié aux émotions, hein. Nous ne sommes qu'émotions, donc tout est très lié à ça. Donc, quand on vous voilà, c'est important en fait de prendre les émotions en compte. On vous demande pas du tout de jouer le rôle du psy. Il y a des professionnels pour ça et ils font ça très bien. Donc voilà, on ne demande pas à l'élève de confesser et de se confier, etc. On n'est pas là-dedans. Par contre, accueillir l'émotion, c'est quelque chose de très important. Déjà, nommer. Moi, je conseille à tous les enseignants vraiment d'avoir un rituel au début de la séance. Et même en tant que parent, hein, sur une séance de devoir, de commencer la séance par OK, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors je fais toujours rire les enseignants en disant s'ils ont perdu leur hamster noisette la veille, ils risquent d'avoir du mal à se concentrer, à libérer. Donc voilà, ça risque d'impacter sur la séance, etc. Donc ouais, mais c'est pour rire, mais il n'empêche que c'est très vrai en fait. Parce que on voit qu'un élève qui a eu quelque chose qui l'a tracassé, ça peut prendre toute la place. Et c'est important de comprendre. Je sais que c'est frustrant en tant qu'adulte, mais le cerveau de l'enfant ou de l'ado n'est pas mature, notamment au niveau de la régulation des émotions. Ils ne régulent pas leurs émotions comme nous. Donc, oui, quand un enfant fait un drama d'une erreur qu'il n'arrive pas à dépasser, c'est réel, c'est quelque chose qu'il ressent vraiment. Donc, absorber cette émotion juste en disant, OK, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens voilà, triste, en colère, aussi fatigué, pas forcément bien, etc. Des fois, sur un cours particulier, un enfant qui ne se sent pas hyper bien, je sais pas, est-ce que tu as envie de te mettre va chercher un petit plaid au canapé, par exemple, pour t'enrouler dedans, histoire de travailler, voilà, être dans le réconfort. Et ça, c'est simplement pour le mettre dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Et nous, de nous adapter en fonction de l'émotion de l'élève. Parce qu'il ne va pas pouvoir produire la même chose et qu'on sait que notamment le stress va avoir des effets très, très délétères sur les apprentissages, que ce soit en termes au niveau de la mémorisation. Et restitution. Exactement. On en parlait tout à l'heure. Pour l'encodage, pour enregistrer, mais aussi pour restituer. Donc, un élève qui a tout mémorisé, qui le jour de l'interro dit « j'ai perdu tous mes moyens »,
Ça, en tant que prof ou parent, des fois, on se dit, mais il se moque de moi, c'est pas possible de tout connaître et de s'écrouler le jour J et de revenir avec une note catastrophique. Mm, Mais c'est possible. Le stress vient vraiment paralyser la mémoire de travail. Donc là-dessus, voilà, le côté rituel, le côté aussi automatiser les tâches, c'est-à-dire proposer, voilà, l'élève qui, en contrôle de maths, s'écroule, lui proposer des sujets types en l'invitant à se visualiser comme s'il était au contrôle. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui mm. est imaginé. Donc, lui proposer de s'imaginer en train de réussir le contrôle, etc., en fait, le cerveau va l'imprimer comme un souvenir. Ouais, comment ça va susciter la même émotion, Exactement. que ce soit imaginaire ou réel, par rapport à ce que pour préciser et du coup, ça va l'entraîner finalement à cette situation comme si c'était, un bac blanc, quoi. Exactement. Et le jour où il sera vraiment à l'interro, en fait, c'est le sentiment positif de je suis capable qui va prendre le Mmh. dessus. Donc ça, c'est très important. Et aussi dans la même logique, par exemple, un élève, et ça, ça doit vous arriver, moi ça m'est beaucoup arrivé, un élève qui arrive, j'ai passé une journée nulle, j'ai eu une mauvaise note, la colère, etc. Sur le coup, franchement, réguler, c'est compliqué parce que voilà, ça déborde, ok, on accueille. Moi, j'essaie souvent de passer à autre chose. Par contre, à la séance suivante, dire, OK, est-ce qu'on peut revenir sur comment tu as vécu les choses la semaine dernière? Tu étais très en colère. Est-ce que, voilà, ta colère, elle venait de quoi? Bah, c'est injuste parce que le prof, et souvent, ça permet là aussi d'avoir du retour et de permettre à l'élève de faire le tri, de prendre du recul. Souvent, il va voir que il a surréagi et ça va lui permettre de comprendre que dans cette L'impact, ouais. situation-là, l'injustice vécue n'était peut-être pas si injuste que ça et peut-être qu'il aurait pu faire différemment. Et si l'injustice est voilà, avérée pour lui, etc., ça lui apprendra à mieux faire le tri la fois suivante. Donc moi, je vous Mmh. conseille vraiment d'attendre la séance suivante, mais vraiment de débriefer l'émotion qu'il y a eu ou de la déception sur un contrôle ou même la joie, etc. Voilà. Une semaine plus tard, comment est-ce que tu vis ça Et avec ça le lui recul? permet aussi, je pense, de voir l'impact, qu'a le fait de travailler sous le coup d'une émotion comme la colère, Absolument. et l'intérêt peut-être de faire, si ça se reproduit, que voilà, Mhm. il a une raison d'être en colère, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de peut-être prendre le temps de voilà, d'accueillir sa colère, pour pouvoir passer après à l'apprentissage dans de meilleures, Absolument. conditions, quoi. Absolument. Il ne faut pas négliger les conditions et permettre aux élèves de se dire, OK, pareil, avant une séance où je commence, est-ce que mes besoins, voilà, est-ce que j'ai bu, est-ce que je me sens en forme, est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai besoin de prendre un goûter, est-ce que c'est des petites choses, mais ça, c'est vraiment très important d'être dans de bonnes conditions pour optimiser et se mettre en posture de réussite, parce que quand on fait les choses à l'arraché un peu où c'est pénible, forcément on a des émotions négatives et ça va se cristalliser sur le temps de devoir par exemple ou le cours. Mmh. Plus on va susciter de l'émotion positive, plus ça va s'ancrer chez les élèves euh, et plus ça va leur donner envie de recommencer aussi Mmh. voilà, à travailler quoi. OK, merci. Si on parle, maintenant de la motivation et je pense que ça va intéresser, beaucoup de Et monde c'est lié. et c'est tout à fait lié. Mais on voit qu'effectivement les différents domaines sont très interconnectés. Hem, En fait, est-ce que tu peux nous donner là encore des conseils sur comment, la susciter, hein, donc là ça va être très proche de l'attention aussi je pense, mais et puis, comment la maintenir dans le temps? Donc la motivation, c'est un vaste Oui. sujet quand on travaille avec les élèves et effectivement, c'est absolument interconnecté parce que quand on ne sait pas comment apprendre, quand on ne sait pas comment mémoriser, comment être motivé? C'est-à-dire que si je vous demande de faire une tâche où je vous dis d'emblée que vous allez échouer, est-ce que vous avez envie de vous y mettre? Non, bah, je pense que toi non Non. plus, moi non plus, donc ça tombe bien. Donc, pour qu'un élève soit motivé, déjà, il faut qu'il ait envie de réussir. Et pour ça, il faut savoir ce que ça fait de réussir. Et il faut se sentir capable Mmh. de réussir. Donc, c'est sur tout ça qu'on va jouer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a motivation, il y a attention. Parce qu'être attentif quand on n'est pas motivé, c'est très difficile. Et mémoriser, s'il n'y a pas cette motivation et l'engagement actif, hein, c'était le deuxième pilier de l'apprentissage, euh, là aussi. Donc, la motivation, c'est un prérequis, mais c'est quelque chose qui est fluctuant. Ça, c'est clair, Ouais. mais même nous, hein, on n'est pas motivés tous les jours de la même manière. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Donc, c'est là où c'est lié aux émotions. En fonction des émotions qu'on a, bah, la motivation va fluctuer. Donc, ce qui est important pour euh, compenser un peu Ces la fluctuations. motivation, la fluctuation,
Ça va être vraiment de donner des habitudes de travail. La rigueur, c'est ce qui va vraiment venir soutenir la motivation. Pour les sportifs, par exemple, ceux qui vont à la salle tous les jours, c'est pas la motivation qui les fait se lever tous les matins ou C'est pour aller courir l'habitude. dans le froid. C'est la discipline. Donc, euh, ça, c'est vraiment éviter de donner ce parallèle aux élèves, sinon ils vont jamais avoir envie de s'y mettre si c'est comparé à aller à la salle de sport et à souffrir tous les jours. Mais le fait d'instaurer des habitudes et une discipline, donc en cours, c'est très important de ritualiser. Là aussi, rituel, poser l'objectif, comme on l'a dit, et donner des habitudes de travail. Je liste ce que j'ai à faire, je mets un timing sur chaque tâche, hein, comme on l'a dit. Ensuite, je découpe ma séance et je sais que j'en ai pour 1 heure, par exemple. Parce que si Marie, je te demande de faire quelque chose que tu n'es pas sûr de réussir et où tu ne sais pas pour combien de temps il y en a. Mm. Je ne sais pas, je te demande de monter un meuble et je te dis potentiellement il y en a pour 3 heures et ça va être compliqué. Est-ce que tu as envie de t'y C'est mettre? très motivant. Je ne suis pas sûre. Voilà. Mais en fait, c'est un peu ce qui se passe dans la tête Ouais. aussi des élèves Mm. quand on leur dit rédige une dissertation. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, je ne sais pas si j'ai les ressources. Donc, c'est permettre à l'élève de comprendre qu'il a les ressources, timer les choses et vraiment donner des habitudes de travail. Ok. Et si merci beaucoup. Si on est face à un élève découragé qui a connu beaucoup d'échecs dans une matière, par exemple, Mhm. comment est-ce qu'on peut lui redonner confiance et le remobiliser? Donc ça va avec cette notion évidemment de motivation, même si c'est un peu plus large. Mhm. Euh, Souvent, un élève qui est totalement démotivé, c'est un élève découragé. Donc, c'est bien d'employer ce terme d'élève découragé, parce que souvent les parents disent, oui, il est totalement démotivé. Démotivé. Souvent, on entend, voilà, il est feignant, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est un élève qui ne fait pas. C'est vraiment un élève qui est découragé. Mm. Il ne fait plus parce qu'il ne se sent plus capable de faire. On avait fait un live précédemment sur la motivation, donc on l'avait plus développé. Mais concrètement, un élève qui est découragé, là aussi, ça va être de lui donner du feedback, du retour sur information. Qu'est-ce qui ne va pas? On reprend toutes les copies, on reprend sa situation et on va lui montrer, ce qu'il faut absolument montrer aux élèves, c'est qu'ils ne sont pas nuls. Ils n'ont juste pas la bonne stratégie. Il faut apprendre à apprendre. Ils n'apprennent pas correctement. Un élève qui sait apprendre, qui connaît comment fonctionne l'attention, qui connaît la mémorisation, qui cherche à comprendre, qui s'engage activement, qui ensuite va répéter régulièrement en revenant dessus, c'est un élève qui réussit. Tous les élèves ont le potentiel pour réussir. Donc, cet élève-là, c'est vraiment lui donner confiance, partager l'expérience d'autres élèves qui ont réussi aussi. Moi, il y a quelque chose que j'aimais beaucoup faire en douce avec mes élèves, c'était travailler une notion quand ils avaient eu un contrôle où ils avaient vraiment eu une mauvaise note. Et en fait, sans qu'ils s'en rendent compte, leur faire retravailler les exercices du contrôle. Et en fait, à la fin, leur dire, tu vois, et ben là, tu as fait tout juste. Comment ça? Ben voilà, le contrôle où en fait, tu as eu 5, ben là, tu viens de le refaire Ouais. et en fait, tu es capable de faire. Et là, l'état d'esprit change. Donc, c'est leur montrer qu'ils sont capables. Alors en fait, oui, c'est pour rebondir avec quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir déjà réussi pour avoir envie de réussir. Et ça, je pense que ça Exactement. vaut le coup d'y revenir parce que effectivement, c'est du coup, en tant qu'enseignant, d'être capable d'adapter la Mhm. difficulté pour mettre l'élève en situation de réussite et qu'il y goûte, entre guillemets, et que Exactement. ça lui fasse des paliers, des points Exactement. d'appui pour l'étape suivante. Tout à fait. Euh, Absolument. C'est exactement ça. En cours, quand on s'aperçoit qu'un élève c'est fragile sur une notion, en fait, il faut revenir à un exercice soit plus basique pour l'automatiser, soit simplement un peu plus simple pour qu'il puisse comprendre. C'est qu'à un moment dans la chaîne de connaissances, il y a quelque chose qui n'a pas été acquis, donc il faut revenir à ça, montrer à l'élève qui est capable de faire. C'est exactement ça. Donc, rebaisser d'un cran. C'est pas une question de bien ou mal, enfin, on n'est pas dans quelque chose de vertical, mais voilà, rebaisser d'un cran pour revenir au socle, vraiment permettre à l'élève de bien maîtriser ça, lui faire retravailler ça, automatiser ça, et ensuite, voilà, il mm, ne faut pas aller trop vite, il faut savoir revenir aussi euh, au socle de connaissances, rendre ça solide pour pouvoir avancer et mettre l'élève en mm. situation. Il faut chercher absolument à mettre l'élève en situation de réussite. Ça, c'est indispensable. Mince. Alors, je pense que ça peut être aussi utile de rappeler que là, on a parlé de tout ce qui peut jouer et favoriser
la réussite, entre guillemets, de la transmission, Mhm. c'est bien aussi de rappeler que, vous le savez, il y a aussi d'autres éléments qui entrent en compte, comme l'environnement de l'enfant, son état psychologique, parfois et aussi le fait d'avoir des troubles des apprentissages, des enfants qui ont, par exemple, un trouble de l'attention ou une dyslexie, qui vont entrer en compte. Et d'ailleurs, si le sujet des troubles des apprentissages vous intéresse, on a fait un live en octobre avec un spécialiste du sujet sur comment accompagner les enfants dyslexiques ou ayant trouble de l'attention. Et vous pouvez retrouver le replay sur le compte LinkedIn d'Acadomia. Tout ça pour dire que si vous soupçonnez qu'un élève soit peut-être en situation soit de démobilisation forte, quoi, qu'il soit vraiment découragé de manière forte, ou bien qu'il soit peut-être porteur d'un trouble des apprentissages, c'est bien aussi d'en faire part aux parents pour que lui puisse aussi se tourner vers d'autres professionnels en soutien, que ce soit un orthophoniste, un psychologue, un neuropsy, etc. Donc voilà, c'est juste pour redire ça, malgré tout. Je vais peut-être te poser une dernière question pour ceux qui voudraient creuser encore le sujet du fonctionnement des apprentissages, qui serait celui des ressources en fait complémentaires. Est-ce que tu as évoqué Stanislas Dehaene on peut aussi citer le film Vice Versa parce que ça peut être bien aussi pour les élèves, le Oui. 1 et le 2 d'ailleurs, pour les plus grands. Oui, pour expliquer le Ouais, mécanisme, c'est vrai, c'est intéressant. ça marche bien. Oui. Pas que pour l'apprentissage, mais notamment. Pour les émotions, on voit le rôle des Ouais, voilà. émotions, hein, donc c'est intéressant. Et donc voilà, est-ce que tu as d'autres conseils? Je pense qu'on va aussi les partager dans le chat. Absolument. Alors, pour les enseignants, on peut vraiment recommander enseigner aux élèves comment apprendre. Alors, c'est adapté, voilà, c'est expliquer aux élèves en classe, voilà, notamment l'attention, la mémorisation, le rôle des émotions aussi. Donc, c'est très, 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 très intéressant. Après, on peut que conseiller les ouvrages de Stanislas Dehaene, de Jean-Philippe Lachaud pour tout ce qui est attention. Grégoire Borst, Olivier Houdet, qui sont vraiment des références au niveau notamment du laboratoire de la PSIDE pour Grégoire Borst et Olivier Houdet, sont vraiment des références dans ce domaine et c'est vraiment très important d'aller chercher de l'information scientifique avérée et c'est des personnes qui mettent vraiment, qui vulgarisent, qui donnent accès facilement. Donc voilà, il y a notamment des podcasts aussi d'Olivier Borst qui sont très intéressants. Donc c'est un sujet à creuser facilement. Ouais, merci. Effectivement, dans ce registre, supervisé par Grégoire Bost, il y a aussi un ouvrage sur vraiment apprendre à apprendre, transmettre les compétences d'apprentissage très pas à pas, qu'il a fait avec un enseignant en maths et une enseignante en lettres. Donc j'ai oublié le titre précis, mais il est peut-être dans le chat. Voilà. Écoutez, je suis désolée parce que je crois qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Et merci d'avoir participé, répondu, mis des commentaires et posé vos questions. Mais je vois que l'heure tourne et que malheureusement, on va devoir arrêter pour aujourd'hui. Donc, je te remercie, Manon, pour tous tes conseils et tes éclairages. Merci à vous tous pour votre participation. Et avant de se quitter, un mot du prochain live qu'on organise. Il aura lieu en février et il parlera de comment enseigner à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc, on parlera à la fois de comment enseigner, mais aussi comment transmettre, mais aussi comment évaluer, et puis aussi des compétences qu'il faut peut-être transmettre davantage dans ce contexte-là. Donc, pour être tenu au courant, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre la page LinkedIn d'Acadomia, puisque c'est là qu'on annonce tous nos lives pour les professionnels de l'éducation. Et puis, pour ce qui concerne les enseignants et les équipes Acadomia, vous allez être tenu aussi au courant par email. Et la même chose pour avoir accès au replay, parce que le live qu'on vient de faire sera accessible en replay dans quelques jours. Pareil, sur LinkedIn et via email pour ceux dont on a l'email. Voilà, écoutez, encore merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à bientôt. Merci.